Ce soir, nous allons avoir deux présentations. La première avec Marie-Julie Bourgeois, Cédric Pilorget et Barthélemy Antoine Loeff. Et la seconde avec Xavier Bailly et Ewan Chardronnet. Pauline l'a évoqué sur l'axe que la Diagonale défend dans la collaboration Art-Sciences et dans les projets Art-Sciences. Ce qu'on souhaite à travers les rencontres laser, c'est précisément aussi montrer la diversité des modalités de cette création, qui implique ou pas forcément des collaborations avec des scientifiques et qui peut impliquer des collaborations de nature extrêmement variée. Donc on essaye de vous montrer à travers cette programmation vraiment l'étendue la plus vaste possible, si je peux dire ça comme ça, du champ de cette création Art-Sciences. Ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on a deux projets qui sont encore en cours de création, qui ne sont pas complètement finalisés. Certains sont plus avancés que d'autres, mais qui ne sont pas complètement finalisés. Donc c'est déjà un premier point commun entre les deux présentations. Le deuxième point commun, c'est qu'on a des équipes qui ne sont pas uniquement composées d'un artiste et d'un scientifique, mais qui sont composées de plusieurs artistes et plusieurs scientifiques, dans le premier cas, un artiste, un scientifique, plusieurs artistes, dans le deuxième cas. Donc on a des collaborations comme ça, emboîtées à différents niveaux, donc ça sera aussi intéressant à discuter. Et la troisième chose de commun, c'est que les deux ont trait à l'espace extraterrestre, ou en tout cas à des projets qui sont en lien avec l'espace extraterrestre, et dans des registres extrêmement différents. Donc je vais quand même vous les présenter un peu plus officiellement. Donc Marie-Julie Bourgeois et artiste plasticienne, plutôt dans la création en art numérique. Elle a une thèse en esthétique, sciences et technologies des arts de Paris 8, un master en création et nouveaux médias de l'ANSSI. Elle est aussi passée par l'ENSAD Lab, donc elle fait partie de ces artistes chercheurs, ou chercheuses en l'occurrence. Son travail porte sur les enjeux de la téléprésence, sur les activités humaines entre lumière et machine de vision, et on peut dire que la lumière est un des axes au cœur de sa création. Barthélemy Antiloff, Antoine Loeff, Antoine Loeff est plasticien. Donc il développe des créations aussi plutôt dans le champ quand même de l'art numérique. Il développe des créations optiques et numériques, parfois interactives, souvent immersives. Et la lumière est aussi une part centrale de sa création. Il est cofondateur du collectif, alors comment on prononce, IDUNE, et associé au développement du logiciel Millumine. Voilà, donc ils vont vous parler d'un projet qui s'appelle Nos Météores, et comme ils vont vous expliquer, qui est composé de sous-projets. Ça, c'est juste pour compliquer la chose. Et je leur laisse la parole. Non, on ne présente pas. Pardon. Oh, pardon. Non, mais voilà. Tout seul, hein. Non, c'est juste que j'ai l'habitude d'en avoir deux, et que brusquement j'en ai trois, et que donc du coup je me suis perturbée. Donc, en plus, Cédric Pilorget est scientifique. Il est astrophysicien, maître de conférences à l'Université de Paris-Sud, et il travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale, donc CNRS Université Paris-Sud. Et je dois dire que ce projet, Pauline l'a dit, mais je le rappelle, est un projet soutenu par la Diagonale. Il a été au California Institute of Technology, où il a travaillé notamment sur les climats martiens et les missions robotiques martiennes. Il travaille plus particulièrement sur le système solaire et les corps qui le composent, et notamment dans l'origine et l'évolution des corps célestes qui composent notre système solaire, en mettant l'accent, si j'ai bien compris, sur les processus écologiques et climatiques. Donc de compréhension, mais de la géophysique du système planétaire de notre système solaire. Un point qui me semble important aussi, c'est qu'il développe des instruments
pour l'exploration, et donc qui travaille à cette jonction entre l'observation, la modélisation, la simulation et le développement d'instruments permettant de réaliser tout ça. Merci de cette présentation et de cette invitation. Effectivement, on s'est rencontrés d'abord historiquement avec Barthélémy autour d'une envie de travailler ensemble. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui, on est 3 dans l'équipe parce qu'on est aussi intéressé par le dialogue entre les disciplines et entre artistes. Donc le projet Nos Météores, on va essayer de le présenter. Effectivement, il a plusieurs parties qui abordent les enjeux des débris spatiaux et des climats, des retombées de la conquête spatiale d'une certaine manière. Et donc la géo-ingénierie aussi est pas très loin dans le champ d'intérêt du projet. Donc pour rapidement, je vais pas m'éterniser, juste moi j'ai donc, comme disait Annick, travaillé sur des fictions solaires, voilà, que j'ai développées. Quand on fait des projections, juste éteindre la lumière centrale, mais laisser les côtés allumés. Pardon. Voilà, donc des fictions solaires sur les moyens de perception de la lumière du soleil et donc à travers l'atmosphère et les conditions aussi météorologiques. Comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on perçoit, mais aussi comment est-ce qu'on peut potentiellement manipuler le climat. Voilà, c'est quelques projets que je ne vais pas détailler, mais qui parlent de ces problématiques-là, de s'approprier l'environnement d'une manière assez possessive, d'une certaine manière, ou dramatique. Et donc, ici, c'est Ah, d'accord. Si vous ne m'entendez pas, il va falloir que je parle plus fort, comme ça c'est mieux. Ok, très bien. Ce projet-là sera présenté la semaine prochaine à la Maison Populaire. C'est un oculus, comme un œil, à partir d'images de la webcam qui est installée sur la Station Spatiale Internationale, qui nous permet de voir la Terre de loin, et donc cette image de la Blue Marble qu'on a aperçue dans les années 70, et qui va aussi nous permettre cette distance, qui nous permet aussi de nous rendre compte des enjeux écologiques et environnementaux. Voilà, je passe le micro à Barthé. Moi je suis effectivement plasticien. J'ai aussi un passé de réalisateur dans le documentaire et le magazine environnemental et écologique. J'en fais plus du tout, j'ai changé de langage depuis un certain temps, mais disons que la question des dérèglements du climat, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de ma recherche depuis un petit bout de temps. Et comme disait Annick tout à l'heure, j'utilise effectivement principalement la lumière comme moyen d'expression pour créer des zones relativement contemplatives qui interrogent notre rapport à la planète, et notamment tout ce qui est pression de l'être humain sur son environnement. Et là où on s'est rejoint avec Marie-Julie, c'est la question du soleil, la question des lumières, de la lumière du soleil en tout cas, et de la perception du soleil. Moi, dans mon boulot, j'en ai un certain nombre. Marie-Julie en a un certain nombre. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on les représente pas exactement de la même manière. Pareil, je vais passer vite sur ces boulots-là. Mais disons que cette question du soleil et de l'astre, donc un météore en quelque sorte, est un peu au cœur de cette idée qui nous a mené à monter ce projet Nos Météores. Ici, c'est juste une image d'illustration d'une performance qui s'appelle Disqualifier l'univers et qui va chercher justement un certain nombre d'éléments un peu à droite à gauche. Et puis dans mon boulot, j'ai aussi cette envie de m'élever, donc je vais chercher parmi les aurores boréales certaines inspirations, parmi des fragments de lumière de météorites voilà, comme moyen d'expression.
Et là, en ce moment, parallèlement à la recherche sur les météores, je travaille sur la question de la réparation du climat avec un projet qui s'appelle la manufacture poétique d'iceberg artificiel. La réparation du climat et de sa rentabilité, je ne vais pas m'étaler dessus, mais en tout cas, ça parle aussi de cette question de l'eau, de la glace. Et finalement, Cédric aura l'occasion d'y revenir aussi dessus, la question de l'eau est primordiale à peu près partout dans l'univers. Et je vais finir sur Soleil Noir, qui est une installation, un peu une vision poétique d'une supernova, donc une étoile en train de mourir, là qui est maintenue en vie artificiellement par le procédé du numérique, et qui sera présentée justement lors de Curiositas, et qui fait partie du corpus d'œuvres de nos météores. Et c'est un peu le moyen pour nous de nous propulser dans l'espace. Tu veux présenter nos météores ou tu veux que je... Ouais. Donc nos météores, c'est 2 parties. La première partie, c'est une exposition qui aura lieu donc en janvier avec le soutien et la production de Siana à l'université d'Evry. On est parti d'un constat assez simple avec Marie-Julie, c'est que finalement l'étude spatiale, ça laisse un certain nombre de débris dans l'espace, et ces débris, peut-être qu'un jour, ils vont nous retomber sur le coin de la gueule. Donc cette idée de parler des météores, finalement, nous on l'a utilisé un petit peu de manière à ce qu'on parle de météores artificiels. Donc quels sont finalement ces éléments qu'on jette dans l'espace, qu'on envoie dans l'espace, qui sont tous ces outils d'analyse, tous ces outils d'observation, etc., qui nous retombent dessus. Et donc nous, on joue un petit peu avec cette idée de ces débris qui retombent pour dire que finalement, on a produit un certain nombre de météores artificiels. Ici, c'est la station Tiangong 1 qui est retombée au mois d'avril 2018 et dont on a récupéré un débris. Et on ne vous en dit pas plus parce que après, ça sera tout le mystère de notre exposition en janvier. Mais on a construit toute une fiction autour de ça qui nous permet justement d'interroger la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va étudier d'autres planètes, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour nous aujourd'hui. Et finalement, la question primordiale qui nous intéresse aussi, c'est vers quel climat ou quel régime climatique, pour reprendre les mots de Bruno Latour, quel nouveau régime on va découvrir demain et générer. Donc merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Cédric Pilorget. Et donc comme on vous l'a présenté, donc je suis astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale. Et donc moi, eh bien en fait, parmi les questions qui m'intéressent, eh bien pour résumer, parce qu'il y en a énormément bien sûr, une des grandes questions pour moi, c'est d'essayer de comprendre la diversité des corps du système solaire, des planètes. Vous avez une très belle image ici qui vous montre un petit peu à quoi peuvent ressembler Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, etc. Sachant qu'on est quand même parti d'un matériau commun. Qu'est-ce qui a pu conduire à cette formidable diversité? Qu'est-ce qui a fait que la Terre est la Terre? Et comme vous l'avez mentionné, comment elle pourrait évoluer, sachant qu'en fait les autres planètes, ça constitue des formidables laboratoires pour nous pour comprendre qu'est-ce qu'a pu être la Terre il y a bien longtemps et vers quoi elle peut tendre dans l'avenir. Et parmi les planètes qui m'intéressent plus particulièrement, c'est Mars. Alors Mars, on en parle souvent comme une planète, un désert froid, aride, finalement assez peu convivial. Alors c'est quand même en partie vrai, mais il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes et très dynamiques sur cette planète, et c'est notamment ça qui va vous être présenté un petit peu plus tard. On peut voir beaucoup de choses déjà sur cette image. Vous voyez des calottes polaires, il y a des nuages, il y a une vraie richesse climatique qu'on étudie. Et qu'on étudie pas juste pour le plaisir de se dire bah voilà c'est Mars, c'est très intéressant, mais aussi pour comprendre ce qui peut se passer sur Terre et ce qui pourrait se passer sur Terre dans l'avenir. Alors Mars n'a pas toujours été comme ça, cette planète finalement un petit peu hostile, qui est encore dynamique mais qui reste quand même assez hostile, froide et aride. En fait on a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser que Mars en fait quelques centaines de millions d'années après sa formation, donc très tôt dans son histoire, a pu être assez similaire à la Terre. Donc vous avez une image à gauche qui vous présente ça, avec de l'eau liquide. C'est pas juste une vision d'artiste. Alors
en l'occurrence cette image oui, mais c'est vraiment issu de données réelles, de vraies recherches, et c'est pas juste un scénario parmi d'autres. On sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars et on se pose beaucoup de questions par rapport à l'émergence potentielle de la vie et qu'est-ce qu'elle aurait pu éventuellement, comment elle aurait pu éventuellement évoluer si ça a été le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a cette vision on a ce scénario donc avec Mars finalement assez proche de la Terre il y a 4 milliards d'années, mais vous voyez, elle a fortement évolué parce qu'elle a perdu son champ climatique, parce qu'elle a perdu son atmosphère, parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes, de processus en fait qui se sont déroulés, qui ont fait que Mars est comme ça aujourd'hui. Et bien sûr, c'est très intéressant de faire le lien avec la Terre et de voir dans quelle mesure, bien sûr, la Terre a pu... comment était la Terre il y a 4 milliards d'années, parce qu'on a finalement assez peu d'informations là-dessus, et finalement aussi comment est-ce qu'elle pourrait évoluer, vers quoi elle pourrait tendre dans les années, dans les centaines d'années, dans les millions d'années à venir. Et donc voilà ce qui nous amène finalement au projet de ce soir. Et à cette rencontre, bon, je vais mettre la slide suivante après. C'est un petit peu l'idée, c'est d'essayer de rentrer un peu dans le projet qu'on a commencé à ouvrir là. C'est-à-dire, on s'est intéressé aux météores et on a souhaité dessiner des fictions atmosphériques. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Et donc là, par exemple, tu me dis si je me trompe, Cédric, mais c'est une image de Mars. Où on voit ce Evil Dust, c'est bien ça, le Dust Devil, voilà. Une tornade de poussière. Voilà, une tornade. Et donc, on a commencé à se poser un petit peu, à poser des questions, à interroger Cédric sur, par exemple, qu'est-ce qu'il existe comme phénomène climatique. Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer des phénomènes, est-ce qu'on les connaît tous, est-ce qu'on les a répertoriés? Parce que déjà sur Terre, on en a qui sont très, très, très rares, très anecdotiques, qu'on ne voit que dans le pôle Nord, par exemple. On parlait tout à l'heure avec Ewen d'aurore boréale. Entre autres météores, et du coup la question qu'on a posée en tant que au niveau sensible et perceptif qui nous intéressait, c'était qu'est-ce qu'il existe comme phénomène de ce genre sur Mars? Est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'on peut s'attendre à en voir? Est-ce que les outils d'observation qu'on a envoyés sur Mars sont capables et sont sensibles à autant que notre œil pour voir des arcs-en-ciel, pour voir des tornades, pour voir des pluies de météorites, pour voir des parélies, bon, peu importe. Voilà, le champ est ouvert à l'imagination. Et surtout, comment les outils qu'on envoie sur Mars les voient. Parce que finalement, c'est toute une question qu'on a soulevée ensemble avec Cédric. C'est que quand on voit cette image-là, en fait, on pourrait imaginer que c'est la couleur martienne. C'est la première chose qu'on a posée comme question à Cédric. On pourrait penser que c'est ce qu'un être humain verrait, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et donc toute cette imagerie satellite, tous ces outils qu'utilise Cédric pour pouvoir aller observer Mars vont créer, nous, dans notre langage d'artiste, des aberrations colorimétriques, des images tronquées, des éléments perturbés, qui vont nous donner, avec Cédric, une forme de langage qui va nous permettre d'écrire des fictions de ce que potentiellement un dérèglement climatique ou des dérèglements climatiques peuvent amener sur la planète. Alors évidemment, on n'est pas en train d'imaginer ce qui va se passer, mais d'envisager un certain nombre de scénarios possibles. Tout à fait. Non, tout à fait. Et c'est vrai, effectivement, au niveau climatique et météorologique, on voit qu'il y a aussi déjà des retombées. On voit qu'il y a des nuages. On a parlé ensemble, on a parlé de nuages. Il existe des nimbus, des cumulus, mais aussi des Airbus. On voit aussi des nuages dessinés par les traces d'avions. Et on a posé la question à savoir, est-ce qu'il y a des nuages sur Mars ? Et quels sont ces nuages, quelle sont la composition de ces nuages? Et donc, il existe sur Mars, l'atmosphère martienne étant majoritairement composée de dioxyde de carbone, il existe des nuages de dioxyde de carbone. Et donc, du coup, est-ce que cette composition particulière va influencer, encore une fois, la météorologie, l'environnement, et
générer des aberrations optiques ou des manifestations, des phénomènes qu'on pourrait s'attendre à percevoir. Oui, puis au-delà de ça, est-ce que finalement nos propres nuages ne seront pas des nuages de CO2 demain, puisqu'ils existent sur Mars? En fait, c'est ça, c'est comme ça que le dialogue se met en place avec Cédric. Donc oui, non, pour rebondir là-dessus, c'est une collaboration donc, qui est assez fructueuse. Donc on échange un peu nos points de vue. Bien sûr, on n'a pas forcément la même culture de départ en termes scientifiques, artistiques, etc. Bon, je pense qu'on se rejoint sur tout un tas de sujets. Et c'est très intéressant notamment de pouvoir confronter nos points de vue, notamment en termes de perception. C'est très valorisant et c'est très intéressant de voir aussi comment nous, parfois en tant que scientifiques, on peut mettre l'accent sur certaines choses et comment d'autres personnes avec d'autres un autre langage, une autre sensibilité vont voir d'autres choses et comment on peut combiner les choses à la fois d'un point de vue artistique mais également scientifique. Et donc c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place, et notamment Mars, mais on pourrait en fait parler d'autres planètes, il y a beaucoup de choses, mais Mars, c'est vrai qu'on a énormément de données, des images, mais pas que des images, des données de toutes sortes. C'est vrai que c'est un terrain de jeu particulièrement fertile pour toutes ces discussions et pour toutes ces investigations en tout cas. Merci, je crois qu'on est un peu dans le timing là. Oui. Ouais. On peut encore en parler 2 heures en fait. Il a fallu se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on raconte concrètement, tellement le projet est vaste. Je vais redemander à avoir un petit peu de lumière, voilà. Donc maintenant, oui, j'ai oublié de préciser ça tout à l'heure. La façon dont on va fonctionner, c'est poser des questions directement liées au projet à nos 3 camarades là. Ensuite, on aura un break et le deuxième projet, et on aura à la fin une discussion générale. Donc j'ai vu déjà que Susanna avait una question. Concernant l'infrarouge, pour aller vers les profondeurs, il y a des images où on peut voir à travers. Ah oui. Alors c'est un peu différent de la Terre puisqu'il n'y a pas la même atmosphère. Mais effectivement, on regarde beaucoup dans l'infrarouge aussi parce qu'on a d'autres informations, notamment pour mieux comprendre la minéralogie de surface. Et donc en fait, on se concentre beaucoup sur l'infrarouge en général. Le visible est moins intéressant d'un point de vue scientifique, mais très intéressant d'un point de vue artistique. Ici, on n'a pas forcément montré, mais on pourrait en montrer. Il a fallu choisir. Ah si, ça c'est une vraie. Je pense que oui, si, ça c'est une vraie couleur. C'est ce qu'on verra réellement. Bah, effectivement, c'est une question intéressante que vous soulevez, sur la question de la perception et des couleurs. Non, c'est pas la bonne slide, je sais pas comment. Bah, tu mets lecture. Donc comme on l'a vu, le ciel martien est orange de jour avec certaines variations chromatiques, et le coucher de soleil. Oui, il faut faire recopie. Fais une recopie, sinon ça sera plus simple. Ah oui, mais ne pas ignorer. Et le coucher de soleil est bleu. Enfin, voilà, du coup, c'est, on veut dire, inversé d'une certaine manière par rapport à nos habitudes. Voilà. Et donc, voilà, on peut voir le coucher de soleil bleuté, le ciel orangé, le coucher de soleil rose, voilà, les différentes teintes perceptibles par les sondes. Et c'est pour le peu qu'on connaisse, parce que c'est encore, il y a encore peu de. Oui, non, mais bien sûr. Utilisez les micros, s'il vous plaît, pour que tout le monde vous entende. S'il te plaît, prends le micro. Bon, moi, je voudrais rebondir, enfin, à part, sauf si quelqu'un a une autre question. Oui, il y a une question là-bas. Bonjour. Déjà, merci de nous présenter votre travail. Et je voulais savoir si, donc il est beaucoup question d'image, mais est-ce que vous abordez aussi la question du son, voilà, et dans quelle mesure, quelle place a le son dans votre projet, voilà. Alors, en fait, la première fois qu'on s'est rencontré avec Cédric, je crois qu'une des premières questions que j'ai posées à Cédric, c'est quand vous envoyez un truc là-haut, est-ce que vous prenez du son ? Et Cédric m'a dit, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait encore pris de son sur Mars, ou en tout cas... Le prochain robot qui doit partir
a un microphone pour enregistrer certaines choses. Oui. Et en fait, dans notre projet, concrètement, on va inventer une série de fictions de ce qui peut potentiellement se passer d'un point de vue climatique, donc recréer finalement artificiellement des petits climats qu'on va probablement donner en images en s'inspirant de ce qui se passe sur Mars, mais aussi on va effectivement travailler la question du son et de savoir comment est-ce qu'on peut imaginer justement comment ces phénomènes météorologiques, comment ces phénomènes climatiques vont quelque part produire du son. Et pour ça, on va un petit peu piocher sur quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui sont des suppositions, sachant qu'il y a, parmi les outils qui ont été envoyés, il y a finalement des micros... Qui vont être envoyés. Oui, qui vont être envoyés, mais tu parlais aussi des éléments, des sondes sismiques qui... Ah oui, actuellement, oui, il y a une sonde franco-américaine donc, qui s'est posée il y a peut-être 1 an, qui effectivement mesure des séismes à la surface de la planète Mars, notamment pour comprendre l'intérieur de la planète, la structure interne. Donc effectivement, il y a des phénomènes d'ordre sismique, oui. Qui génèrent du son. Vibratoire. Pour nous. Je voudrais donc revenir sur cette question de l'instrumentation et de la fiction. Parce que, comment est-ce que entre l'approche artistique et l'approche scientifique vous le traitez, puisque d'une certaine façon effectivement les images produites par les scientifiques sont des fictions. Ce sont des collages ou en tout cas des superpositions de tout un tas d'instruments divers et dont où on nettoie les données en plus. Donc on essaye d'avoir des images propres en enlevant tout ce qui peut être parasite par rapport à la recherche qu'on fait. Donc peut-être dans le grand public, on se dit « Ah oui, ça ressemble effectivement à ça », alors qu'en fait, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est juste une compilation de données visualisées et non pas imagées. Et vous deux, là, vous proposez des fictions atmosphériques. Donc, en quoi sont-elles différentes, finalement, des images scientifiques produites par l'instrumentation et l'objectif de la recherche? Et pourquoi utiliser le terme de fiction plutôt que le terme de spéculation? Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a tout un champ dans la création artistique qui est précisément sur une approche spéculative. Donc, voilà. Et comment le scientifique voit-il les fictions artistiques qui ne sont plus des fictions scientifiques, du coup? Alors, je vais pas répondre à tout parce qu'il y a pas mal de questions et on va essayer de... Je crois qu'il y a une entrée qui nous a intéressés, c'est la question de l'interprétation. Parce que dans les deux champs, le scientifique va devoir interpréter en fonction des données, en fonction de ce qu'il connaît, en fonction de référence. Et nous, on est toujours... C'est la même question, c'est la question de l'interprétation de la donnée et de la perception. Donc c'est là où on ouvre l'imaginaire et où on met le pied dans la porte. Ensuite, c'est vrai que la spéculation, c'est à la frontière. Et c'est vrai que dans le domaine de la météorologie, on ne peut pas prédire au-delà de 10 jours. Donc on est dans une espèce de mélange de spéculation et de fiction. Tu as raison. On pourrait dire qu'on fait de la spéculation qui pourrait être utopique ou dystopique selon les scénarios. Ça sera en fonction des narrations qu'on va imaginer. Oui, alors je pense que vous vouliez revenir peut-être plus sur l'aspect instrumentation. Alors, est-ce que vous pourriez juste préciser un tout petit peu votre propos, juste pour que je sois sûr de bien répondre? Mon propos, c'est ce que vous avez quand même expliqué déjà dans vos présentations, c'est-à-dire que les résultats, les images que vous affichez sont la combinaison de données, d'instruments et de données traduites pour que l'œil humain les voit, d'accord ? Oui. Et que ça n'est pas un seul instrument qui va donner telle chose. Que généralement, dans bien des cas, il y a
des combinaisons Ça dépend, mais oui, c'est vrai. Tout à fait, d'instruments. Et que donc, dans une certaine mesure, les images qu'on voit sont des images, je ne dis pas les résultats, mais je dis les images sont déjà des fictions instrumentales. Je pense savoir, oui, où vous voulez en venir, d'accord. Okay. Non, mais ma question, elle est, ma question, elle est juste comment est-ce que vous naviguez cette, comment dire, ce petit nœud là entre la fiction instrumentale scientifique, mais qui s'inscrit quand même dans une véracité de la recherche, et la fiction atmosphérique des artistes, qui à la limite peuvent combiner ce qu'ils ont envie de combiner pour obtenir le résultat visuel qu'ils ont envie d'obtenir. Alors, ok, je comprends effectivement. Alors effectivement, nous, quand on combine ces choses, c'est pour arriver à un résultat. Il faut savoir que, alors, il y a toute une démarche, ça c'est vrai. Mais je pense que quand on travaille justement ensemble, alors ça ne veut pas dire qu'on doit forcément avoir la même démarche, mais l'idée c'est pas forcément de partir dans tous les sens, c'est de se laisser quand même une certaine liberté, bien sûr, pour essayer d'imaginer des choses, mais d'imaginer des scénarios qui, entre guillemets, vont avoir un sens et vont nous faire réfléchir sur, par exemple, ce qu'on peut avoir sur Terre ou ailleurs. On parle beaucoup du lien entre les planètes et la Terre. Donc il y a quand même une espèce d'orientation. Et c'est peut-être un petit peu mon rôle aussi, c'est justement de peut-être d'orienter sans biaiser non plus, en laissant une liberté, on a chacun notre liberté, d'aller peut-être plus vers certaines choses, de lier peut-être d'une certaine façon. Et justement, je pense que c'est nos discussions, tous les trois, qui font qu'on choisit une orientation en essayant de discuter et comment on peut la dire, d'écouter ce que des personnes, enfin nous autres qui avons parfois une perception différente, avons à dire, et de combiner ces choses pour avoir, pour aller vers l'objectif et avoir une fiction, comme vous dites, qui a quand même un sens. Peut-être pas au sens, peut-être pas exactement comme une donnée scientifique avec une rigueur complète et un raisonnement, un cheminement logique, mais avec quand même un message à faire passer. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, et je pense qu'on se débrouille pas trop mal pour ça. Pour le moment, on essaie de faire. Et un petit truc que je voulais rajouter, qu'on n'a pas précisé, les fictions atmosphériques, on souhaite les développer dans le cadre d'une résidence sur le territoire avec des publics. Et je me permettais de faire cette petite parenthèse pour préciser que l'intention, c'est de faire travailler les publics sur ces scénarios climatiques. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, en fait, je voulais compléter ce que disait Cédric. Et en fait, je pense que le lien qu'on a là, tous ensemble, j'insiste sur le mot fiction et non pas spéculation. Parce que je trouve que c'est vraiment important. Enfin, c'est pour ça que j'ai posé la question aussi. Voilà. Parce que fiction et spéculation, c'est vraiment deux mots différents. Dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la culture, c'est aussi deux approches différentes. Et donc, ça m'intéressait que vous répondiez sur ce... Du coup, je vais essayer de compléter un petit peu les deux. Fiction, on est clairement en train d'écrire un récit. On n'est pas du tout en train d'écrire un récit spéculatif, on est en train d'écrire un récit qui soit un certain nombre de phénomènes météorologiques qui peut-être un jour se passeront quelque part. On n'a pas dit que ça va se passer sur Terre, mais on prend appui sur un certain nombre de phénomènes qui ont été observés dans le cas présent sur Mars. La fiction qui nous rejoint, Cédric, Marie-Julie et moi, c'est que finalement la façon d'entrer dans le récit est presque la même. C'est-à-dire que quand Cédric nous parle de la façon dont il explore cette planète, il l'explore à travers un certain nombre d'images et il va en tirer ce que moi j'appelle un récit, mais ce qui est finalement ta recherche, un certain nombre de points sur lesquels on va accrocher. Et nous, de ces points sur lesquels Cédric nous accroche, on va en tirer un autre récit qui va être parallèle à celui que Cédric nous donne. Et je pense qu'en fait, c'est hyper important. On est dans de la fiction, on n'a aucune prétention d'un point de vue artistique de dire ça va se passer comme ça. Donc l'aspect spéculatif, il faut y faire très attention. Et je pense que la fiction aussi permet, tu parlais tout à l'heure d'une zone de liberté, la fiction nous permet justement d'aller taquiner cette zone de liberté. On sait très bien que
en plaisantant, une des premières questions qu'on a posées à Cédric, c'était finalement, est-ce qu'il y a des arcs-en-ciel sur Mars, et surtout de quelle couleur ils sont, parce que dans l'imaginaire, ils pourraient être rouges. Cédric nous a répondu, je ne sais pas. Donc, quels sont les points d'entrée à cet endroit-là pour que nous, on puisse justement écrire ensemble une espèce de fiction qui puisse avoir un vrai socle solide et l'amener sur Terre. Parce que pour le moment, on n'a pas encore ramené Mars sur Terre, donc on ne sait pas vraiment encore un certain nombre de choses. Voilà, c'était un peu le... Et oui, ok. Merci. Donc, de ce que j'ai compris, vos fictions sont très fortement inspirées, influencées par des images scientifiques et des données récoltées par des instruments. Et est-ce qu'en retour, par les interrogations que vous soulevez, est-ce que vous pouvez influencer le développement d'instruments scientifiques, puisqu'en fait, dans le développement d'instruments scientifiques, en général, on recherche quelque chose en particulier, visible à une certaine longueur d'onde, donc on va produire tel instrument. Est-ce que y a une influence des arts vers la science qui se fait aussi ? Oui, c'est évident. On a une sonde qui va nous permettre de détecter des arcs-en-ciel bleus sur Mars qui va être envoyée prochainement. Ce serait génial. Je pense... C'est une discussion qu'on a déjà eue ensemble. C'est vrai que ça peut sembler évident quel est le lien entre le contexte scientifique, ce que peut apporter le contexte scientifique éventuellement à une œuvre artistique. Et c'est vrai que parfois on peut se poser plus de questions sur l'inverse, et en fait c'est assez faux en fait. On peut trouver un vrai échange en fait, on peut trouver un vrai intérêt scientifique aux échanges qu'on va avoir sur tout un tas de choses. On pourra en parler tout à l'heure, mais il y a un vrai échange. Après, déjà au niveau des questions, de ce qu'on voit, de la perception, et puis après, bien sûr, si des questions se dessinent, pourquoi pas effectivement envoyer un instrument, une mission destinée à explorer plus spécifiquement quelque chose. Mais je pense que l'échange va dans les deux sens et peut poser effectivement des questions scientifiques auxquelles on n'a pas forcément pensé. Encore une fois, c'est une question de perspective, donc c'est tout l'intérêt de cet échange. Dans quelle mesure votre travail appartient à pourrait être un type de science-fiction du coup ? Je pense que oui. Objectivement, il y a une forme de science-fiction, puisqu'on part d'un certain nombre d'éléments qui sont là, qui sont quelque part dans l'univers, pour en extrapoler un futur possible, quelque part. Donc oui, on est dans la science-fiction. Et puis, je pense que tous les trois, on a un certain nombre de références de la science-fiction en commun. Et donc c'est pas pour rien aussi que finalement on travaille ensemble. Après, est-ce que ça va rejaillir sur des questions esthétiques derrière ? Ça, j'en sais rien. Mais c'est clair qu'il y a un peu ce truc de créer des récits, un peu science-fiction. Mais nous, on a choisi de les appeler fiction atmosphérique. Donc c'est peut-être le prolongement en fait. Tout en groupe. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous négociez l'équilibre et les choses que vous montrez entre la recherche scientifique et entre la recherche artistique, étant entendu que la recherche scientifique a ses plateformes de diffusion, y compris de vulgarisation, et comment est-ce que qu'est-ce que vous allez montrer en termes artistiques et comment vous le négociez avec les scientifiques? Alors, effectivement, on est un groupe avec une partie de nos collègues en Slovénie, une partie de nos collègues à Nantes, moi-même à Paris, et aussi à Roscoff. Alors, juste, j'ai pas dit, mais Roscosmoé, donc parce que Roscoff, le nom du maire, c'est quand même une ironie de l'histoire, puisque l'agence spatiale russe s'appelle Roscosmos. Le O et le E, c'est une manière de jeter vivant dans la question. Quand on parle de cosmoé, on amène la question du vivant et d'un cosmos qui intègre le vivant. Donc le nom vient un peu de ça. Je dirais qu'on a été avec nos amis de Slovénie, il y a des associations particulières. On a des relations avec l'agence spatiale russe depuis un certain nombre d'années pour différents projets artistiques qu'on a réalisés là-bas.
J'avais fait un peu dans un pesanteur, le collectif Post-Derby Théâtre, avec Yannick d'ailleurs, le collectif Post-Derby Théâtre, on fait partie de l'IA, a de nombreuses négociations pour envoyer un projet de satellite création artistique qui serait projeté depuis la Station Spatiale Internationale. Donc on a des relations privilégiées engagées depuis longtemps avec les Russes, c'est très lent. En même temps, ça se fait dans un contexte de collaboration en sciences. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est on a dû, en entrant dans ce rapport de mission, c'est-à-dire qu'à un moment les Russes ont manifesté un intérêt scientifique à la mission et un intérêt à la mission, à la collaboration avec sciences. Donc on a, disons, deux axes à travailler, la question artistique en soi et la question scientifique, il y a toute une recherche scientifique à mettre en œuvre. Donc c'est un intérêt pour le moment, on n'est pas du tout encore dans les protocoles, on va aller à Baïkonour demain, ça va peut-être pendant je ne sais pas combien de temps, mais on a dû à un moment donné écrire un projet de mission, ce n'est plus un projet, c'est une mission, donc on a dû écrire à un moment du court, du long terme, et du moyen terme et du long terme, et donc on a défini des objectifs qui sont scientifiques et artistiques, et des objectifs de coopération. Donc effectivement, il y a une recherche scientifique à développer. On a un travail, comme je le montrais tout à l'heure, avec la question de travailler avec des moyens du Frugo, notamment la question de l'open source et de travailler encore dans une triangulation. J'y tiens pas mal, c'est la question de l'ingénierie pédagogique, donc on va dire l'institution universitaire, l'associatif, avec le milieu des Fab Labs et la société en général, et donc d'arriver aussi à créer des systèmes d'ingénierie pédagogique pour faire comprendre un certain nombre d'enjeux écologiques. Donc ça contribue à ça à mon avis, donc ça c'est aussi une intention, je dirais qui est une intention artistique aussi. On est dans une phase où on doit absolument travailler le sérieux d'un projet scientifique, parce que si on n'est pas sérieux scientifiquement, c'est très vite, ça va passer pour des rigolos auprès des interlocuteurs. Donc on a une impératif de sérieux scientifique. Parallèlement, on a un certain nombre de recherches plus théoriques et plus spéculatives en termes sur les questions artistiques, sur les questions d'histoire culturelle autour de cela. On a par exemple je ne sais pas si vous connaissez Lynn Margulis, qui est une grande biologiste de l'évolution, qui est décédée il y a une quinzaine d'années, et qui est venue avec la théorie de l'endosymbiose. Il y a plusieurs pages dans ses livres, c'est la femme de Carl Sagan, l'astronome. Et donc il y a plusieurs pages dans ses livres, notamment qui parlent de l'ère de Roscoff, où elle est venue à la station biologique de Roscoff. Donc on collecte aussi un ensemble de matériel qu'on trouve dans l'histoire culturelle scientifique du XXe siècle, qu'on veut intégrer dans ce qu'on appelle container critique, qui sera une forme d'installation. On a déjà fait un premier prototype à Dublin de cette installation. Il y a un objectif de développer cela et donc de pouvoir apporter un certain nombre de matériaux concernant l'histoire culturelle de la théorie de l'évolution depuis le XXe siècle, donc l'évolution politique de cela, du design, du travail de design, comment on design le module de support régénératif pour la colonie de verre de Roscoff. Quel rapport on a, j'allais dire, notre animal compagnon aussi, et sur des questions de relations terrestres. Donc voilà, il y a différents chapitres qu'on travaille, chacun ayant des spécialités dans le groupe, qu'on travaille petit à petit. Mais concrètement, oui, il y aurait un projet scientifique à amener dans la station spatiale, avec un design complémentaire, et une installation qui reflèterait le travail de dans cette recherche scientifique. Je voudrais revenir sur mon réflexion de ce soir sur les fictions, les spéculations, parce que vous avez clairement fait la différence entre fiction et spéculation. Et toi, tu as utilisé le terme de fiction spéculative. Je me suis dit que là, ça devenait super compliqué. Et là aussi, dans ce que tu viens d'énoncer, tu racontes des histoires. Xavier a montré au début l'histoire se va, donc aussi comment la science se raconte, le récit scientifique comme objet en soi. Donc, une des questions fondamentales qui revenait entre vos deux présentations, c'était celle de la liberté de l'artiste face à la véracité scientifique.
et comment les uns et les autres s'accommodaient de cette histoire-là, c'est-à-dire comment les scientifiques s'accommodaient d'une non-véracité dans l'art. Il y a un volet pédagogique qui doit être dans la véracité, mais comment est-ce que ces récits, comment est-ce que vous voyez les uns et les autres, par rapport à vos projets respectifs aussi, se dérouler ces récits? Et quel est le rôle de ces récits multiples dans vos différentes œuvres ou différents projets? Juste. Ouais, après, une fois qu'on passe le micro. Oui, je sais. Non, mais je voulais juste dire qu'on a une approche qui est une approche composite, c'est-à-dire qu'on travaille sur un seul projet, mais on est plusieurs compétences. C'est pas les artistes travaillent sur des choses que font des scientifiques, et des scientifiques utilisent le travail des artistes pour faire de la communication scientifique. On a une vision composite où on a un objectif qui aura autant de valeur dans un champ que dans l'autre, mais c'est un seul projet. Donc moi je le vois comme ça. Donc après, s'il y a des dimensions qui viennent de la science humaine, des sciences humaines, qui viennent de la fiction, de la science-fiction, qui viennent alimenter, les choses se sont nourries mutuellement. Les écrivains de science-fiction ont été nourris par la recherche scientifique qui avait, comme tu dis, le verre a été négligé longtemps parce qu'il y a eu des discontinuités dans la recherche. Bill Margulis en parlait, il y a un moment il y a eu la nouvelle synthèse et puis d'un coup on a complètement négligé les recherches sur les coopérations fonctionnelles, on a négligé les recherches sur les transferts latéraux, les hydrogènes. Donc il y a des discontinuités historiques qui correspondent à aussi des phénomènes de société, des phénomènes politiques. Donc ça vient nourrir, on se nourrit nous-mêmes. Je veux dire, il y a des fois on a des conversations, on dit bien sûr, ces mots qu'ils utilisent, ça peut dire, la question du mot symbiose, on a un peu des fois été fasciné par le mot, puis on se remet un peu en perspective ensemble. Tu veux dire quelque chose Est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit et par rapport à... Oui, alors on n'était pas exactement dans le cadre de projets absolument identiques, ou même de façon de voir tout à fait identique. Enfin, je parle pour moi, je laisserai mes camarades. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'aime pas forcément le côté, il y a le scientifique là, il y a les artistes de l'autre côté. Je pense que j'ai aussi, alors je n'ai peut-être pas la même fibre artistique, je passe mais je pense que j'ai quand même la sensibilité et je pense que mes camarades vous ont également démontré ce soir qu'ils avaient été capables de parler de faits scientifiques, d'avoir un certain vocabulaire et de ne pas partir dans des délires complets. Donc je pense qu'on est capable d'apprendre les uns des autres, de ne pas se cloisonner à notre domaine, d'échanger là-dessus et en fonction de ça d'avancer sur notre projet. Plus par rapport à la façon dont on fonctionne, alors nous c'est vrai que c'est un projet qui est en pleine genèse, donc c'est vrai qu'on a encore besoin de passer du temps pour apprendre à se connaître, à voir comment on va travailler, jusqu'où ça va aller, mais je pense pas qu'il y ait de problème majeur. Moi je suis sensible au fait que c'est bien de garder une certaine rigueur scientifique, mais je pense que, alors après tout dépend du public visé, vraiment de l'objectif du projet artistique. Mais ce qui compte, je pense, c'est surtout d'amener les gens à se poser les bonnes questions. Après, de savoir si on doit un peu les aiguiller, s'il faut un petit peu, il ne s'agit pas d'arranger la vérité ou des faits scientifiques, mais il n'y a pas forcément toujours besoin de passer par toute une logique cartésienne. Peut-être que voilà, il y a d'autres façons, peut-être parfois un peu détournées. Ce qui compte, c'est en tout cas d'amener les gens à réfléchir, je pense. Il y a plusieurs façons de faire. C'est mon point de vue. Je partage. Et puis pour aller plus loin, pour continuer, finalement, je pense que la réunion, là, chez nous en tout cas, c'est qu'on est tous à notre niveau des faiseurs de récits. Et le milieu artistique est un beau faiseur de récits, et le milieu scientifique est un beau faiseur de récits également. Donc après, effectivement, cette question de complémentarité, de poser un langage, de parler d'un langage, il a fallu s'accorder sur un certain nombre de mots, de terminologie, parce que n'étant pas sachant, on a finalement inventé des choses, mais qui vont peut-être écho à d'autres choses ailleurs. Et en fait, c'est comme ça qu'on
on évolue, enfin, c'est dans cette question de faiseur de récit. Et je vais juste rebondir par rapport à Météor, le volet 1. Sur le premier volet de nos Météor, on travaille aussi avec une autre scientifique qui s'appelle Jeannette Borg. Se pose la question de ce micro-débris qu'on a récupéré de la station orbitale Tiangong. On est bien d'accord, on va vous dire en secret, en fait on ne l'a pas vraiment sur ce micro-débris. En revanche, tout le projet va reposer sur le fait qu'on l'a potentiellement récupéré et qu'on va vous le montrer. Et en tout cas, on l'a cherché. Et en fait, ce récit-là, on l'appuie à la fois sur ce que Jeannette nous a raconté de la façon dont les débris se baladent dans l'espace, où est-ce qu'ils tombent, qu'est-ce qu'un micro-débris fait quand il traverse un satellite, etc. Et nous, on a envie de coller finalement là-dessus, parce que par-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes, sur Internet notamment, qui cherchaient à suivre et à traquer ces débris qui étaient en train de retomber. Et donc en fait, on a décidé de mettre en commun toutes ces sources qui sont à la fois des sources du travail de Jeannette Borg, qui a nourri énormément notre récit, et les sources des gens qui ne sont pas des sachants, mais qui sont quelque part des gens qui vont essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et donc en fait, on a naturé une espèce de voile qui nous permet d'entrer dans ce récit-là. Et ça pose des questions de tension, forcément, de hard science par rapport à qu'est-ce que c'est que la vérité scientifique et qu'est-ce que c'est que le travail de l'artiste là-dessus. Et tu vas rebondir, c'est ça? Non. Et donc en fait, pour régler cette question justement de qui, entre guillemets, détient entre guillemets la vérité de savoir, en fait on met à disposition toutes les sources non traitées, celles qui viennent du milieu scientifique et celles qui viennent de ce que nous on a récupéré et qui ont servi en fait à créer tout ce récit. Voilà. Alors, je vais frustrer tout le monde, moi la première, parce que j'avais très envie de continuer dans les pistes qui ont été ouvertes là, et de prolonger notre ami le verre de Roscoff. Mais nous devons libérer la salle à 22h. Je remercie infiniment vous d'être venus, nos intervenants vraiment ils sont passionnants. Et le 104 et toute l'équipe du 104 qui nous a accueillis avec énormément de gentillesse ce soir.